Et on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'immobilier. L'immobilier est en crise. Alors, est-ce que cette crise est en train de passer comme certains souhaiteraient le voir, ou est-ce qu'on s'enfonce dans cette crise? On a trois experts en plateau pour en discuter. Le débat entre Mecca Brunel. Bonjour Mecca, Bonjour. présidente de la Fondation Palladio. Bienvenue à vous. À vos côtés, Anne-Sophie Grave. Bonjour Anne-Sophie, Bonjour. présidente du directoire de CDC Habitat. Et enfin, Christian de Kerangal. Bonjour Christian, Bonjour. le directeur général de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Voilà, grand spécialiste également. Mecca, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, avec quelques notions de médecine. Vous vouliez nous rappeler l'étymologie du mot crise. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette crise. On a souvent l'impression qu'elle dure depuis très longtemps. Mais le sens de crise, c'est quoi exactement? Et écoutez, sur ce sujet, je vais vous citer Boris Cyrulnik qui a l'habitude de dire que la crise est un terme de médecine et ça s'adresse aux crises cardiaques Oui. où on réanime ou pas le patient et donc ça ne dure pas longtemps. Et ce que nous vivons, on ne devrait peut-être pas l'appeler une crise, mais un changement de paradigme, une transformation multifactorielle, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne peut pas être une crise qui dure, c'est une maladie chronique. D'accord. Alors effectivement, vous en avez connu d'autres des crises, hein, notamment 93 qui était beaucoup plus long, 96-99 à peu près. Est-ce qu'on est dans ce temps long ou est-ce qu'on pourrait avoir une crise, pas une crise flash, mais une crise un peu plus courte pour cet immobilier? Je pense en tout cas que nous vivons vraiment une transformation très profonde à la fois de nos métiers, de notre environnement. Et je dis bien que c'est multifactoriel parce qu'on en parlait tout à l'heure, Christian de Kerangal parlait de la démographie, de la transformation sociétale, des besoins du serviciel, de l'intelligence artificielle, du mode de travail, etc. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est monolithique. Ce n'est pas comme par exemple en 90, 80, 93, 99, quelque chose qui était une crise de surproduction mondiale, financière et immobilière. Là, on est dans quelque chose qui est multifactoriel et qui nécessite une adaptation, mais peut-être aussi c'est une grande opportunité d'apprendre différemment, de travailler, de collaborer et de fonctionner beaucoup plus en équipe et en transversal. Toujours, hein, d'ailleurs je crois que c'est l'idéogramme chinois, le mot crise, c'est crise et opportunité, hein, c'est à peu près le même Alors mot. Euh, Exactement. non? c'est Weiji, mais moi il paraît que j'ai un accent quand je dis ça, c'est Oui, chance et opportunité, et quand je le prononce, il paraît que ça veut dire poulet rôti. Donc, donc on vérifiera auprès des autorités compétentes. Anne-Sophie Grave, ouais, comment alors c'est vrai que c'est une crise multifactorielle, ça c'est sûr. On a l'impression que ça s'est accéléré bien sûr avec la crise sanitaire, crise de l'énergie, donc il y a plusieurs crises dans la crise. Et en tout cas on voit que l'immobilier a été quand même fortement impacté depuis 2 à 3 ans. La CDC a joué un rôle assez extraordinaire, ce qu'on avait titré dans une autre émission, la CDC prêteur en dernier ressort, puisque vous avez agi massivement. D'ailleurs, vous pouvez nous rappeler les chiffres et quelle est votre action actuellement? Alors, je voudrais rappeler un chiffre qui sont les mises en production, les mises en chantier de logements en 2024, qui étaient de 263 000 logements mis en chantier. On se souvient des débats, est-ce qu'il faut construire 350 000 logements, est-ce qu'il faut en construire 500 000? Donc on voit de toute façon qu'on est très loin, je dirais, du besoin, et c'est un des chiffres les plus bas depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Oui. Donc voilà, crise en tout cas sur le logement, sur la production de logement importante par rapport, je dirais, aux besoins. Donc c'est vrai que nous, CDC Habitat, on a essayé de jouer un rôle contracyclique, c'est-à-dire tant en 2023 qu'en 2024. On a fait 2 plans de soutien en 2 années de suite en venant acheter auprès des promoteurs, plutôt précommander auprès des Oui. promoteurs pour leur permettre en fait de démarrer des chantiers et aussi soutenir la filière du bâtiment. Donc en 2023, on a acheté comme ça 17 000 logements, à la fois de l'intermédiaire et du social, et on a fait la même chose voilà, en 2024. Donc on a vraiment joué ce rôle contracyclique 2 années de suite. 2025, je dirais, on va poursuivre, mais on n'a pas les capacités à faire des plans de soutien 3 années de suite. Donc on va poursuivre, mais de manière différente. On va garder un volume de production assez élevé, hein, au niveau du groupe. On produit de l'ordre de 20 000 logements par an, donc on va garder je dirais, cet objectif-là. On va mettre l'accent peut-être davantage cette année sur le logement locatif social. On veut l'augmenter de 25%. Puis on va mettre l'accent aussi sur le logement étudiant, puisque on voit à chaque rentrée universitaire effectivement qu'il y a des besoins, je dirais, très importants. C'est là Donc où c'est le vrai bas que blesse, oui, les effectivement. besoins sont très divers en fait, et il faut qu'on arrive à adresser, je dirais, l'ensemble de ces besoins. Mais vous arrêtez finalement ce soutien faute de moyens ou parce que la filière justement a passé finalement le gros de la crise, est en train de se remettre et de se restructurer?
Alors, il faut rappeler effectivement que quand on produit, parce que quand on vient comme ça faire un plan de soutien, en fait, on achète surtout du logement intermédiaire auprès des promoteurs. Et jusqu'à la mi-2022, en fait, on avait à nos côtés des investisseurs institutionnels qui, en fait, ont arrêté d'investir sur le segment du résidentiel à partir de la mi-2022, compte tenu de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on n'a pas eu, si vous voulez, ces investisseurs à côté de nous pour pouvoir produire davantage. Donc, on a fait ces deux plans de soutien intégralement, je dirais, sur le bilan de CDC Habitat, ce qui d'ailleurs va nous amener, je dirais en 2025-2026, d'aller retester le marché du résidentiel et de voir, de remettre en fait des portefeuilles de logements sur le marché. Voilà, ça va être à peu près 5000 logements, 4 portefeuilles très ciblés, voilà, assez diversifiés, pour voir effectivement si les investisseurs résidentiels finalement vont revenir, parce qu'il y a aussi un besoin pour eux d'investir. Et on a plutôt testé, on sent quand même voilà, qu'il y a une envie de revenir sur le résidentiel, mais bien évidemment, c'est très dépendant des conditions gérées de taux. Christian Carandel, on veut votre avis de financier, vous qui observez ce moment. C'est vrai qu'on a l'impression que les institutionnels, parce que peut-être il y avait des meilleurs placements à faire ou des opportunités, ont déserté ce marché. Est-ce qu'avec la baisse des taux actuels, notamment de la part de la Banque Centrale Européenne, on les voit revenir? Est-ce que c'est en train de bouger? Alors, c'est pas massif pour l'instant, parce que vous parlez de baisse des taux, et effectivement, la Banque Centrale Européenne baisse ses taux directeurs petit à petit, mais ça a un impact direct sur ce qu'on appelle les taux courts. Or, les taux longs, qui sont un peu le benchmark des investisseurs institutionnels, eux, ils sont plutôt en train d'augmenter légèrement, notamment parce qu'il va y avoir en Europe des besoins de financement extrêmement importants, donc des émissions d'obligations de l'Allemagne, de la France et d'un certain nombre de pays, notamment pour financer le réarmement de l'Europe. Et donc ça, c'est en train d'amener une remontée légère des taux longs. Et or, si on se dit qu'on a besoin d'une prime de risque minimale pour investir en immobilier, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, il y a des achats de certains investisseurs institutionnels ponctuels sur des très bons actifs, notamment des actifs de bureau situés dans Paris intramuros, de l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie se porte plutôt bien, de la logistique. Enfin, il y a un certain nombre d'actifs immobiliers, de la santé, on en parlait, où les investisseurs commencent à revenir, mais on n'est pas encore dans une situation où l'immobilier est suffisamment attractif en termes de rentabilité par rapport au placement obligataire. Ça veut dire que ça n'a pas assez baissé encore? Il y a encore une marge de... Ça veut dire qu'il y a probablement encore un petit peu de correction de valeur à venir. En tout cas, notamment sur le marché des bureaux, où je pense que là, tout ce qui est en première couronne et en deuxième couronne n'a malheureusement pas encore assez baissé pour être au prix. Ouais. Et juste un élément pour conforter cela, on a parlé de crise ou de transformation. C'est la première fois aussi qu'on est en train de vivre quelque chose de massif au niveau des bureaux, puisque on peut parler de fin de la tertiarisation. Et la tertiarisation, elle a commencé dans les années 50. Ça veut dire qu'on a accompagné 70 ans de tertiarisation et qu'aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que, alors pardonnez-moi, c'est parce que c'est, comme certains le disent, la fin du bureau avec le télétravail qui vient d'arriver, ou est-ce que c'est parce qu'il y a moins de gens, tout simplement, et c'est un aspect démographique? Alors il y a deux raisons. Il y a une raison qui est liée au fait que les entreprises prennent moins de mètres carrés par occupant. Deuxième raison, le télétravail, parce que vous avez un taux d'occupation qui est un peu plus bas. Mais la raison fondamentale, c'est la démographie. Aujourd'hui, on a toutes les générations du baby-boom qui sont en train de partir à la retraite. Donc des cohortes d'âge qui partent, qui sont beaucoup plus nombreuses que celles qui rentrent sur le marché. Et donc globalement, il n'y a pas besoin de plus de bureaux, en tout cas en Ile-de-France. Il va falloir, au contraire, transformer plus, restructurer plus, notamment transformer en logement, et on sait que c'est pas simple. Ça existe, mais on en parle beaucoup en ce moment. En tout cas, avoir de la réversibilité, bien sûr. Oui. Voilà. Et c'est un chantier fondamental, et à mon avis, qui va devoir amener les promoteurs à se transformer, les investisseurs à se transformer, enfin, en fait, toute la chaîne de création de valeur. Alors justement, après cette crise peut-être cardiaque qu'on a eue, il est temps de se réinventer, ou plutôt que de rafistoler le malade, on doit changer de logiciel là, Mecca Brunel?
Le changement de nos façons de faire est déjà en route. On n'a pas le choix. On n'a pas encore trouvé la solution. Mais nous, à la Fondation Palladio, on valorise énormément, évidemment, l'aspect académique, de réflexion, de transversalité, mais aussi ces actions collectives qui sont des coalitions d'acteurs transversaux auxquelles participent un grand nombre de nos mécènes, dont CDC Habitat, par exemple, qui est de travailler ensemble, le secteur public, le secteur privé des entreprises, quel que soit leur domaine de l'industrie de l'immobilier de la ville, et le secteur associatif, société civile, etc., pour porter à échelle une idée sans demander de nouvelles lois, autant que faire se peut. On utilise la boîte à outils existante et sans demander d'argent public, parce qu'il y a beaucoup d'économies circulaires qu'on peut faire et on peut être créatif là-dessus. Et en utilisant la loi de Pareto sur le 80-20, eh bien, on arrive à faire pas mal de choses, et des choses qui sont intéressantes parce que ça demande en open source finalement de partager un grand nombre de réflexions. Moi, je suis impressionnée et extrêmement touchée par ces élans collectifs qui travaillent ensemble sur des sujets transversaux. L'autre sujet, c'est que nous travaillons aussi avec des villes moyennes qui ont besoin de se transformer, des villes dites gilets jaunes, et qui ont besoin de se transformer, et qu'en allant leur apporter notre réflexion collective de façon transversale, non pas un jour tel secteur, un jour tel autre, etc., nous permettons aux maires, c'est les élections l'année prochaine, d'accélérer leur réflexion de transformation au service de l'ensemble de leurs habitants. Et Dieu sait que c'est difficile d'être maire, et notamment des villes moyennes aujourd'hui. Donc, il y a un élan. On s'enrichit en tout cas, et il faut déciloter. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est en bas de l'échelle de Maslow. Il faut un toit pour la dignité humaine, et en plus pour travailler, pour vivre, pour aujourd'hui, comme ici, se retrouver et échanger ensemble. Tout à fait. Anne-Sophie Grave, justement, sur cette question, voilà, et de mettre les énergies, peut-être les bonnes pratiques en commun, de les faire savoir. Oui, et puis ce qu'évoquait Meka Brunel, c'est-à-dire la transformation. En fait, on est vraiment maintenant dans un modèle qui est en train de se transformer. Fait qu'il faut réinventer nos façons de produire du logement. C'est qu'on intègre quand même fortement la dimension stratégique climat, les enjeux environnementaux. Et donc c'est vrai que dans la production de nouvelles logements, nous on intègre de plus en plus en fait du recyclage foncier, de la reconversion de friches. Et c'est à la fois très intéressant parce que donc ce sont des fonciers existants, souvent intégralement minéralisés, sur lesquels on va venir renaturer quasiment 40% de ces fonciers pour créer derrière un quartier qui va comporter du logement, à la fois du social intermédiaire, de l'accession, des commerces, des équipements, mais qui va être aussi, si on veut être cohérent sur une approche globale d'un point de vue climat, qui va aussi avoir des mobilités douces, des énergies renouvelables, puisque c'est bien une conception aussi bioclimatique, aussi comment on va gérer la ressource en eau, ça c'est aussi un sujet fondamental pour demain. Voilà, comment on intègre toutes ces dimensions environnementales, mais aussi sociétales, parce que là j'ai parlé de la transformation au sens on transforme un foncier, mais on a aussi, je dirais, cette réflexion sur la réversibilité, vous l'évoquiez, je dirais, de nos logements, puisqu'on considère, nous, que le temps de l'usage de nos logements, en fait, va être beaucoup plus court qu'hier. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple aujourd'hui, la transformation des bureaux en logement. Transformation des bureaux en logement, aujourd'hui, c'est très cher. Il y a des bureaux qu'on n'arrivera jamais à transformer en logement pour des raisons de coût. Quand on construit aujourd'hui une résidence étudiante, dès à présent, on doit se dire, puisque si on regarde la natalité aujourd'hui, la natalité d'aujourd'hui, c'est les étudiants de demain. La natalité est en forte baisse. Donc comment on fait pour transformer demain comment on transformera, et donc comment on transformera, et donc il faut effectivement que dès à présent on se dise il faut qu'on construise de manière réversible, donc la modularité, la réversibilité, on l'intègre de plus en plus dans nos mode constructif pour se dire ce bâtiment, c'était du logement familial, c'était du logement étudiant. Demain, ça va peut-être être de l'habitat partagé pour seniors. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir le transformer peut-être à 10-15 ans et à moindre coût. Donc il faut l'anticiper dès la formation. Ça sera le mot de la fin, Christian, allez-y. Juste pour dire que je pense qu'en fait, on est en train de repenser, de revenir à une ville beaucoup plus mixte. On a passé toute une période dans les années 70-80 où on a fait des quartiers monofonctionnels.
les gens n'en veulent plus. Et puis on voit bien que ça n'est pas ça qui crée la vie, qui crée le bonheur d'être ensemble. On a besoin de mixité des usages, de mixité des actifs, et peut-être aussi une réflexion de la part des investisseurs qui soit beaucoup plus tournée vers le quartier, même si c'est pas simple du tout à faire, que seulement vers leur actif dans un coin. Voilà, en route vers la ville quart d'heure peut-être. En tout cas, bah voilà, le malade n'est pas tout à fait mort. Et c'est tant mieux, l'immobilier est Au en train de se contraire. transformer à toute vitesse et on en est les témoins sur Smartimo. Merci d'avoir participé à notre émission. Christian de Carangal, IEIF, Anne-Sophie Graf, CDC Habitat, Mec Fondation Palladio. Et à très bientôt sur Bismart.